Alors, nous sommes ensemble à présent pour évoquer le sentiment d'impuissance. Je vais d'abord questionner ce que peut représenter l'impuissance, en donner une perspective systémique, stratégique. Puis je vais m'appuyer sur une étude de cas, vous parlez de Charles, et revisiter sa situation au travers des travaux du psychiatre japonais Shoma Morita, qui est à la fois un théoricien de la santé mentale et le concepteur d'une méthodologie clinique innovante. Et on verra en quoi d'ailleurs on peut le considérer comme le précurseur des précurseurs de l'approche systémique stratégique. Alors, le sentiment d'impuissance, on peut l'envisager de plusieurs façons. Pour démarrer mon propos, je vais vous parler de comment en Inde, on dresse un éléphanteau, on l'attache à un piquet, il se trouve que très rapidement, cet éléphanteau va intérioriser qu'il ne peut pas s'échapper. Et on va pouvoir, donc, la personne, son dresseur qui va vivre avec lui, va pouvoir lui retirer ses chaînes. Et cet éléphanteau ne va pas chercher à s'éloigner, ne va même pas en avoir l'idée. Il reste très paisible à côté de son dresseur. Et ce que je suis en train de vous dire, dans ce cas-là, on pourrait voir une forme d'impuissance apprise, et c'est un concept qui a été déployé par l'une des figures de la psychologie positive, l'américain Martin Seligman. Et puis, on peut aussi envisager l'impuissance d'une autre façon, et il y a une expression japonaise, une expression zen qui s'appelle le keroketsu, qui fait référence au comportement d'un âne. Voilà, que l'on peut voir à l'écran, qu'on attache également à un poteau. Mais alors, lui, ça l'insupporte. Alors, il va tirer sur la corde, il va tourner autour du poteau et puis il va finir par ne plus pouvoir bouger. Giorgio Nardone raconte une histoire assez semblable, d'ailleurs, pour évoquer finalement le concept de tentative de solution redondante qui est propre à l'approche systémique stratégique, et qui là montre qu'un sentiment d'impuissance est un processus actif qui engage la personne qui se retrouve ainsi comme cet animal disloqué. Ce qu'on peut dire, c'est que dans les deux cas, finalement, il y a une histoire de lien, il y a une histoire de relation qui finit par, pour l'éléphanteau et l'éléphant, être imaginaire, et puis pour l'âne, qui devient un lien réel. Et dans ces deux cas, ça va donner lieu à une impuissance dans une situation présente qui engage évidemment le futur, qu'elle soit à un moment donné finalement imaginaire ou réelle. Alors si maintenant je me réfère à l'étymologie du terme impuissance, ça renvoie à un manque de moyens pour faire quelque chose, à une difficulté à être dans une influence qui pourrait produire un effet et qui peut s'avérer être sans efficacité. Et évidemment, c'est en référence à la notion de puissance, qui par ailleurs peut aussi désigner une énergie, ça c'est un peu plus récent dans l'acception du mot, que peut posséder un moteur. Et donc, maintenant, si je regarde l'approche systémique, stratégique, si je partage ça avec vous, le premier point, c'est que nous avons une vision biopsychosociale de la santé, en particulier de la santé mentale, et la santé étant une qualité émergente de l'interaction entre le milieu interne et le milieu externe d'un individu.
Et chacun de ces milieux, finalement, subit de perpétuelles variations. Et si j'explore le milieu interne, dans ce milieu interne, on a 3 systèmes, sous-systèmes indépendants, en tout cas autonomes, qui interagissent, avec T, comme vous pouvez voir à l'écran, T pour la tête, qui correspond à l'activité mentale de l'esprit, c'est-à-dire les pensées qui surgissent, les pensées qui sont absentes, évidemment les capacités de raisonnement, avec l'activité émotionnelle de E, qui présente des manifestations avec des intensités variables, ou au contraire, on va avoir un émoussement de la manifestation émotionnelle, parfois même un engourdissement émotionnel qui peut aussi se produire. Et puis, on a le corps, c'est l'activité somatique, avec un corps qui peut être dynamique et en tension ou en surtension, par exemple quand on souffre d'insomnie, ou au contraire qui peut être très apathique, très fatigué, avec une envie de dormir, et puis évidemment tout ce qui peut affecter le corps qui lui-même évolue avec les âges. Et puis, évidemment, on est en rapport avec le milieu externe, et le milieu externe, le A et le M, A pour les autres avec lesquels eh bien, on peut se sentir en confiance, on peut coopérer, ou au contraire avec lesquels c'est plus difficile. Et puis le monde, on va mettre la nature, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas les autres êtres humains, qui comprend évidemment les animaux, la végétation, mais ça peut être aussi le climat. Et puis le monde, c'est aussi tout ce qui vient de nos ressources culturelles, qui sont donc créées par nous, les êtres humains, et avec la présence de lois, et puis aussi d'outils comme aujourd'hui, par exemple, les ressources digitales, avec ce qu'elles offrent de ressources, mais aussi de contraintes ou de dangers. Et donc, cette santé devient mouvante, et globalement, on va avoir l'impression d'être en bonne santé lorsque nous nous sentons en équilibre, et dans un équilibre en tout cas qui nous convient, malgré les événements de vie que nous subissons. Et donc, quand nous nous sentons capables de faire face, eh bien alors, eh bien, on va dire qu'on est, entre guillemets, en bonne santé. Et cette capacité à faire face va dépendre d'un degré de contrôle que l'on peut exercer dans la relation à soi-même, aux autres, et puis plus généralement au monde. Et donc, ça s'observe par des conduites d'évitement et de confrontation, on va voir ça, avec Grégoire, et puis aussi Claudette Portelli qui va intervenir tout à l'heure. Nous avons représenté ce degré de contrôle dans un continuum. Alors, si je me réfère à notre sujet sur le sentiment d'impuissance, eh bien, on peut aussi bien, et je vais regarder vous pouvez regarder sur la gauche de l'écran, eh bien, on peut être en impuissance parce que nous avons des incapacités de contrôle qui sont générées par des conduites d'évitement sur ce qui nous préoccupe. Les phobies, typiquement, sont gouvernées par des conduites d'évitement. Et puis, ça peut aussi être lié, et là on va regarder sur la droite, à des conduites confrontatives sur ce qui nous préoccupe, qui peuvent nous faire perdre le contrôle. Et évidemment, si on perd le contrôle, eh bien, on va se retrouver en impuissance. Évidemment, c'est pas forcément sur tout. On va avoir des incapacités ou des capacités, suivant le contrôle qui est exercé, sur nos pensées, ça peut être sur nos émotions, évidemment, ça peut être ce qui nous relie au corps, évidemment, ça peut être par rapport à ce qui se passe avec les autres, ou plus généralement dans la façon de s'insérer dans le monde et de faire avec ce que le monde offre en contraintes et ressources.
Et donc, on va parler de continuum parce que ça veut dire qu'on peut aussi bien, dans une même problématique, avoir des conduites d'évitement qui côtoient des conduites de contrôle ou de confrontation. Par exemple, hein, on peut tout à fait cacher une faiblesse en étant avec les autres, ce qui correspond à une conduite d'évitement. Et puis, par ailleurs, mettre en place des rituels pour contrôler l'anxiété que ça génère. Et donc là, on est à la fois avec une conduite de contrôle. Et donc, pour voir tout ça et pour voir comment cette impuissance peut s'installer, eh bien, on va aller sur le cas. Mais avant ça, qu'en est-il pour vous? Vous arrive-t-il de rencontrer un sentiment d'impuissance? Certains d'entre vous, je crois qu'il y en a pas mal hein, qui sont dans des actions soit de coaching, soit de thérapie, soit d'autres types de relations d'aide ou en tout cas de relations avec les autres. Est-ce que vous rencontrez ça dans votre vie par ailleurs personnelle et qu'est-ce que vous auriez envie de partager sur cette question-là? Et qui n'a jamais connu le sentiment d'impuissance, par ailleurs, lève le doigt, parce que ça aussi, ce serait très intéressant de l'avoir en vue. Alors, je ne sais pas, Grégoire. On peut peut-être laisser à nos participants, vous écrivez dans le chat directement d'en discuter, ce que ça vous inspire, ce sentiment d'impuissance. Écrivez-nous un mot, une phrase, une difficulté. Ça peut être le sentiment d'impuissance, comme nous dit Nadia, par rapport à l'injustice, est-ce que ça va bloquer dans ses plaidoiries? Ce que ça inspire, vous pouvez être extrêmement précis également. On ne va pas évidemment répondre à tout maintenant, mais indiquer le sentiment d'impuissance de vous en tant qu'intervenant également. Hein, face à quoi? Face à quelle difficulté? Le sentiment d'impuissance, face à quelle impuissance que vous avez découverte? N'hésitez pas à indiquer comment dire, des situations de patients ou de clients où on pourrait voir précisément, pour qu'on n'ait pas non plus quelque chose de trop général, voilà, l'impuissance par rapport à l'éco-anxiété, vous êtes très nombreux à parler, de la colère, de la question de l'immobilisme, de l'éco-anxiété, être sans issue dans l'accompagnement. Quel sans issue? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Vous avez été impuissante par rapport à quoi? Donnez-nous un peu de matière, qu'on commence à la sentir d'un peu plus près, cette matière, cette impuissance. Impuissance peut permettre de souffler. Intéressant, Aurélie, merci. Le désespoir, la colère, le blocage, l'impuissance sous forme de confrontation, l'impuissance, l'échec, la paralysie, l'empêchement, le blocage. Quand je suis bloqué et que je me sens impuissant à faire changer le système en face, ça me rend obsessionnel. Bienvenue au club, Yannick. Sentiment d'impuissance face. Donc ça, c'est intéressant. Notre propre impuissance face à notre propre difficulté qu'on peut rencontrer dans des situations où on est bloqué. Comment on gère nous-mêmes notre propre impuissance face à un blocage? Voilà une question intéressante. Des parents que j'ai connus en protection d'enfance qui n'ont plus le courage de supporter l'enlèvement de leur enfant. L'impuissance a impliqué les jeunes dans leurs études, l'éco-anxiété à nouveau qu'on retrouve. Quelle est la frontière entre impuissance et toute puissance? Voilà une bonne question. Impuissance de se dire ou de dire à l'autre, impuissance du thérapeute face à l'impuissance du patient à bouger. Laquelle? Anne-Charlotte, c'est super, bien sûr. Impuissance devant la maladie d'un proche. Voilà donc on va en reparler tout à l'heure avec Claude. L'excès de contrôle, nous dit Héloïse. L'impuissance quand nous n'avons plus de pouvoir d'influence sur une situation. Voilà une impuissance qui vous met à l'épreuve, Héloïse, semble-t-il, dans ces cas-là. Et voilà une impuissance intéressante, justement, par rapport à la situation qui, à mon avis, ne devait pas être très loin de celle du patient que va évoquer Claude tout à l'heure. Oui, ça m'arrive souvent. La dernière en date, j'ai subi des propos sexistes et je me suis sentie totalement impuissante, par exemple, par rapport au père de mon enfant dont je suis séparée. Une partie de moi aimerait que nous nous entendions pour pouvoir être ensemble auprès de notre enfant et je me sens impuissante pour agir sur notre relation, en tout cas, dans le sens que je souhaiterais. Baisser les bras, découragement, impuissance face à son avenir. J'ai vécu un stress post-traumatique, nous dit Rosalba, le sentiment d'impuissance comme si tout s'était arrêté, aucune capacité de prendre des décisions et d'agir, impuissance à se faire comprendre. Impuissance, c'est intéressant comme au fur et à mesure on avance, vous êtes de plus en plus spécifique dans ce que vous indiquez et merci beaucoup pour tout ça. Oui, dans les services où je suis, l'impuissance de ne pas être entendu dans ma fonction, qui est différente des interventions de rééducation physique, le rythme aussi, l'acceptation,
de sa dépendance, par exemple dans le cas de l'amputation, le travail de rééducation, ou face à la maladie, à la souffrance, dont on reparlera tout à l'heure, l'impuissance comme décision de quitter quelque chose qui ne me convient pas. Voilà, il y a énormément manifestement, c'est un sujet qui vous inspire beaucoup. Je ne vais pas tout lire parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de matière. Merci beaucoup. Continuez à l'écrire, hein, c'est intéressant. Claude, on peut continuer. Eh bien, merci, hein, je vois très inspiré par le sujet avec évidemment beaucoup de, 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 de réactions à la fois différentes et j'espère que vous aurez des réponses et en tout cas, on va ouvrir la discussion ensuite. Alors, je vais vous parler de Charles. Charles a 57 ans et il est venu me consulter car il a un problème d'usage de l'alcool. Il boit à l'heure actuelle au moins 2 litres de vin par jour. Et se plaint d'un sentiment de mal-être permanent qui se traduit par des ruminations assez dénigrantes, surtout sur lui, mais ça peut être sur d'autres. Et il se plaint d'un problème général avec les femmes, un problème relationnel avec les femmes qui perturbe enfin, sa vie affective. Et là, en particulier avec sa compagne actuelle qui s'apprête à le quitter. Donc, il est très aux abois de ce point de vue-là. Alors, si on regarde parmi les éléments d'anamnèse de sa situation, Charles, donc, si je me réfère à l'enfance, hein, il a une enfance qui est marquée par un divorce de son père et de sa mère. Il va plus voir son père et il va se retrouver avec sa mère et son beau-père. Et ce couple est, dit-il, souvent en dispute et donc peu attentif. En tout cas, ils ne se sont pas très considérés, mais il y a quelque chose qui se compense dans sa vie sociale, donc qui se trouve être l'école qu'il va découvrir, où où ça se passe bien, il est bien considéré par ses notes. Et puis, il devient très sportif et du coup, il commence à s'engager dans la compétition. Et puis, à l'adolescence, eh bien, il va connaître un événement qui va être un premier événement marquant. C'est un sportif de haut niveau. Il va se retrouver à devoir être dans une compétition vraiment très importante hein, parce il est nageur. Il pourrait se retrouver au sein de l'équipe de France. Et ce jour de compétition, eh bien, il va avoir mal au ventre, il va avoir son corps, en fait, qui répond pas comme d'habitude et il va prendre quand même le départ alors qu'il croit que c'est foutu. Et effectivement, c'est tellement foutu qu'il arrivera le dernier. Ça crée vraiment un effondrement pour lui. Il va décider d'arrêter tout de suite ce sport. Et parallèlement à ça, c'est aussi le moment où il découvre sa sexualité et il est assez actif pour rencontrer des filles, mais la crainte de la performance sexuelle, qui est assez fréquente d'ailleurs, va être plus intense, va être en tout cas assez intense pour lui, et il va rencontrer un début de sexualité avec des problèmes d'ordre d'éjaculation précoce et puis aussi des craintes liées à l'érection. Arrive sa vie adulte et là, ça démarrait de son point de vue bien. Il se marie avec une très belle femme, me dit-il. Il a 3 belles filles, il fonde une belle famille. Il a un super boulot dans le consulting, il gagne très bien sa vie. Bref, tout est conforme à ses idéaux et sa femme au bout de plusieurs années, le quitte. Et là, ça crée à nouveau un effondrement. Et par ailleurs, il dit que dans cette vie idéale, malgré tout, la crainte sexuelle et puis aussi le travail stressant, l'alcool apparaît surtout à ce moment-là. Et l'alcool va devenir beaucoup plus important à la suite de ce divorce. D'ailleurs, il va changer aussi de métier, il va devenir
il va travailler dans l'éducation scolaire en tant que CPE. Et là, il va rencontrer une femme et ensemble, tous deux, des déçus de la vie, en fait, vont se mettre à boire énormément ensemble. Ça va durer pendant 8 ans. Pendant ce temps-là, il fait également une thérapie analytique qui lui fait du bien dans le sens où il dit il va s'extirper de cette relation à deux où l'alcool prend beaucoup trop de place, notamment. Et il va finir par rencontrer une femme avec laquelle il est depuis 7 ans. Mais l'alcool est toujours très présent, même si cet alcool ne se produit pas avec elle et devient plutôt un alcool seul ou un alcool festif avec ses amis. Et donc, ce qui caractérise là sa vie d'adulte, c'est une angoisse avec vraiment une épée de Damoclès toujours sur ses performances sexuelles et ainsi qu'une image assez dégradée par rapport à lui-même. On va voir ça plus précisément. Donc, si on prend son contexte relationnel actuel, eh bien, il est toujours constitué de sa vie avec, en tout cas, de la présence de sa compagne. Il a 3 filles avec qui ça se passe très bien, qui sont adultes, qui sont autonomes et avec qui il a une très, très bonne relation. Et puis, il s'entend bien avec les 3 filles de sa compagne, qui avait, elle, 3 filles d'une autre union. Il a son travail dans lequel c'est moyen, mais ce n'est pas du tout une préoccupation pour lui prioritaire. Et puis, que me dit-il? Oui, il a des copains fidèles qu'il voit au moins 2 ou 3 fois par semaine. Il évoque aussi sa mère, son beau-père et une grand-mère et un frère et une sœur, mais avec eux, les relations sont coupées. Alors, maintenant, que se passe-t-il? Je vais vous partager la plainte de Charles et je vais vous présenter sa plainte en la dispatchant selon TECAM. Donc, il se plaint eh bien, de pensées permanentes, de pensées dénigrantes à propos de lui-même. Alors, attendez, je suis un peu gênée, je ne sais pas pourquoi. Si je fais ça, ça va être désolé. Je pense que ça va être mieux. Oui, c'était ça qui me gênait. Et comme ça, j'arrive mieux à voir ce que vous voyez. Donc, il se plaint de pensées permanentes, dénigrantes à propos de lui-même. Il constate que finalement, il n'est pas l'homme fort, viril, qu'il souhaiterait être. Et du coup, il est très insatisfait de sa vie qui ne correspond pas à son idéal et donc il rumine beaucoup, il a des frustrations. Ces frustrations, il les associe surtout à ce que sa compagne crée chez lui. Sur un plan émotionnel, il se plaint d'une tristesse douloureuse qui va lui coller à la peau, mais aussi il dit que finalement il est anxieux par rapport à l'avenir et que cette peur est présente en lui. Il se plaint aussi sur un plan somatique de se retrouver fatigué dès le matin. Il a des sensations aussi de lourdeur dans les yeux et il fait vraiment l'aspect émotionnel est vraiment très incorporé dans le corps. Par rapport aux autres et au monde, il se plaint également d'être surtout en difficulté avec les femmes et évidemment actuellement avec sa compagne qui le frustre beaucoup. Il se plaint
évidemment aussi beaucoup de sa consommation d'alcool, il vient aussi pour ça. Et ça a une consommation qu'il trouve abusive, mais il ne peut pas résister et c'est une habitude qui le contrôle. Et donc, hop, j'ai toujours mon petit souci. Voilà. Que se passe-t-il ? Alors, si on regarde du point de vue des éléments de perception, donc tout ça, j'obtiens évidemment toutes ces informations par le questionnement en séance, eh bien, la vision du monde de Charles est caractérisée donc la vision du monde, ce que j'entends par là, c'est qu'est-ce qui s'attend à rencontrer dans ce monde par rapport à lui-même, par rapport aux autres, et puis plus généralement par rapport au monde de manière globale. Eh bien, par rapport à lui-même, il s'attend à avoir ce corps qui n'est pas fiable, en particulier son sexe, et tout ça crée une image, une estime de lui qui est très dégradée. Dans sa relation aux autres, eh bien, il s'attend à rencontrer des femmes qui finalement sont menaçantes, qui ne sont pas comme elles devraient être. Alors là, ça va être très genré, puisque son image idéale d'une femme, c'est qu'elle puisse être à l'écoute, bienveillante, disponible. Voilà. Et voilà, ça n'est pas gagné. Et finalement, dans ce monde, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Soit il va avoir une vision binaire dans le fait d'évoluer dans ce monde, parce que le monde finalement est accessible soit à ceux qui sont forts, c'est-à-dire à ceux qui sont puissants en termes relationnels, à ceux qui sont toujours en position haute, on pourrait dire, soit eh bien incapables, c'est-à-dire en position faible, donc en position inférieure. Et c'est pas sur un continuum, c'est soit l'un, soit l'autre. Du coup, en termes de position, et donc en termes de... Hop. J'ai des petits soucis sur mon ordinateur. En termes de position perceptive à l'égard de sa problématique, c'est comment compte tenu de son que se passe-t-il? C'est quoi, Non, mais c'est bon. Eh bien, en termes de position perspective, c'est-à-dire comment il intègre son problème, aussi en rapport, quelle est sa prise de position vis-à-vis de sa vision du monde, eh bien, il se considère, il se croit être le problème car il est trop sensible. En conséquence, il doit cacher sa faiblesse. Il a honte de ça. Et sa compagne est aussi le problème. D'ailleurs, en général, les femmes sont le problème du point de vue de sa vision du monde. Et en conséquence, il doit éviter de se faire avoir. Mais il pense qu'il peut avoir une action cependant grâce, par exemple, à une attitude relationnelle de sa part, pour que les femmes puissent se conformer à ses attentes. Et pour cela, eh bien, il a tendance à adopter une attitude relationnelle plaintive, tourmentée. Enfin, on voit qu'il ne va pas bien et c'est comme ça qu'il arrive et qu'il espère avoir l'attention. D'un point de vue émotionnel, à l'égard de sa problématique, eh bien, c'est la peur de rejeter qui structure son comportement. Une peur d'être rejeté par les femmes, c'est aussi ce qu'il fait comme expérience dans sa vie. Et dans sa relation à soi, il a peur de perdre le contrôle de la colère qui l'anime. Et cette colère, s'il ne la contient pas, aurait pour conséquence de précipiter ce qu'il redoute le plus,
c'est d'être rejeté et donc d'être seul. Donc, on a vraiment chez Charles une rigidité de croyance, c'est-à-dire une vie comme une condamnation honteuse d'être si vulnérable, et puis une rigidité relationnelle qui le caractérise plutôt dans une position de victime. Et donc, il a tendance à faire le caliméro, parfois pratiquer l'autodérision pour attirer la sympathie. Et je dois dire qu'en tant que thérapeute, ça marche assez bien, en fait. Donc, on doit enfin, en tout cas, moi, je dois me méfier parce qu'effectivement, et on verra, ce genre d'attitude, effectivement, attire la sympathie, donne envie d'autant plus d'aider, mais il faut y faire attention pour pas tomber dans le piège d'une aide qui n'aboutira pas. Alors maintenant, si je me réfère à la dynamique interactionnelle du problème de Charles, donc vous voyez que Charles a peur du rejet, c'est une peur vraiment très très forte, et cette peur, eh bien, son problème, c'est avec qui? C'est en partie avec lui-même, c'est aussi évidemment avec sa compagne et c'est aussi avec l'alcool. Donc, il a deux types de problèmes. C'est à la fois la relation à lui-même, c'est à la fois la relation aux femmes, enfin à sa femme, et dans le monde à l'alcool et à l'usage qu'il en fait. Et donc, les symptômes, boire trop, ces obsessions dénigrantes et ces tensions avec sa compagne, eh bien, se maintiennent. Et donc, la question maintenant, c'est de voir du coup comment ces symptômes se maintiennent et parfois s'aggravent. Eh bien, je vais utiliser le concept de tentative de solution redondante, c'est-à-dire que par rapport à sa perception et par rapport à sa vision de sa problématique et à cette peur du rejet qui le domine, qu'est-ce qu'il a tendance à faire? Donc, eh bien, dans la relation à soi, il a tendance à adopter des conduites d'évitement en voulant échapper à sa peur et à sa colère, donc vraiment l'aspect émotionnel qui le rend vulnérable. Et puis, il a tendance également à mettre en œuvre, toujours dans la relation à soi, des conduites de contrôle en s'interdisant de boire et en permanence à être attentif à s'interdire de boire. Et puis, dans la relation aux autres, il a également des tentatives, des conduites d'évitement et fait en sorte de cacher un défaut, de cacher cette faiblesse qui, notamment sur un plan sexuel, par exemple, mais pas que, aussi il a une manière comme ça d'être dans le fait de vouloir cacher les faiblesses qui l'animent. Et également une tentative de contrôle qui va être le pendant de la tentative d'évitement, qui consiste à prendre une attitude de Calimero, et c'est comme s'il prenait une fausse position basse, puisque pour lui, ça va être une arme, car en paraissant fragile et en se plaignant, eh bien, il espère susciter la sympathie et donc satisfaire son besoin d'être aimé. Et les autres, que font-ils par rapport à lui-même? Eh bien, sa compagne, par exemple, met en place des tentatives aussi de contrôle. Elle essaye de corriger par la critique sa consommation d'alcool, et puis même, ça va vers des critiques même sur sa façon de se comporter. Et puis, ses copains sont également animés, mais d'une autre façon, mais qu'on peut qualifier d'action de contrôle, en cherchant à le rassurer, parce qu'il semble pas bien, hein, il se plaint, et donc ils vont tenter de le rassurer, et puis parfois de le raisonner par rapport au fait qu'il trouve que c'est assez exagéré sa façon qu'il a de se plaindre et de faire état de ces situations.
Et donc, voilà comment, d'une certaine manière, Charles se retrouve prisonnier de ses symptômes et donc, évidemment, est dans une impuissance à faire avec. Ce qui est intéressant, c'est de voir, du coup, cette problématique-là, en quoi c'est un problème pour lui. Eh bien, c'est un problème parce qu'il craint que, évidemment, la relation avec sa compagne se termine. D'ailleurs, il y a déjà les menaces qui sont là, très concrètes, puisqu'elle veut déménager. Et au travers de ça, il craint de se retrouver seul, de sombrer dans une consommation plus importante qui le ferait sombrer totalement avec perte de travail, des relations amicales et pire encore, des relations familiales, notamment ses filles. Et je vais être attentive également au système pertinent. Alors, ce qu'on appelle le système pertinent, c'est tous les acteurs qui sont mobilisés actuellement, non pas dans, vous voyez, il y a son contexte relationnel, mais il y a tous les acteurs qui sont mobilisés aujourd'hui pour finalement l'aider à se ressaisir, comme sa compagne, comme ses copains. Et puis, il y a tout ce qui a été fait aussi dans le passé, et il y a une thérapie analytique de 8 ans qui a consisté aussi à tenter de l'aider. Donc, ça a été un peu utile, mais pas complètement, puisqu'il ne s'est pas sorti de sa difficulté. Alors, avant de voir avec vous comment j'ai agi, j'ai trouvé que c'était intéressant eh bien, de passer par les propos de Morita. Donc, Shoma Morita, eh bien, d'abord, je l'ai connu. Je tiens à remercier, s'il m'écoute, Padraig Gibson, qui est mon ami et collègue irlandais, avec qui je travaille en partenariat sur les TOC avec Claudette Portellier et Matteo Papantuano. Et donc, c'est lui qui m'a fait connaître Shoma Morito, que j'ai eu accès donc à la lecture de son travail. Et ça m'a vraiment impressionnée dans le sens où vraiment d'un waouh, cet homme vraiment me paraît être le précurseur des précurseurs de l'approche systémique stratégique. Shoma Morita, déjà pour le resituer, donc c'est un psychiatre japonais. Il a théorisé une théorie sur la psychopathologie qui est connue sous le terme japonais de Shinkei-shitsu. Et il est à l'origine également d'une méthode de psychothérapie qui est particulièrement originale. On va voir cela ensuite. Donc, pour le resituer dans son contexte, vous voyez qu'autour de lui, eh bien, nous avons de grandes figures de cette époque. Et en particulier, Morita a fait des études à Tokyo et là où il a fait l'équivalent de son internat, eh bien, était dirigé par un autre japonais qui, à l'époque, ils allaient beaucoup en Allemagne se former. Et ça a donné lieu à la rencontre avec Kraepelin, Émile Kraepelin. Et Kraepelin, pour ceux qui ne connaissent pas, a vraiment marqué le monde de la psychiatrie puisqu'il est connu pour avoir une position qui vraiment se démarque de ce qui se mettait en place au début du XXe siècle en termes de diagnostic, puisqu'il préconisait qu'il était important de s'intéresser à l'individu et non à la maladie, et qu'il était aussi important de prendre en considération le contexte social de l'individu. Et donc, Shoma Morita va s'intéresser aux travaux de toutes ces personnes, plus certaines autres, pour mettre au centre de sa théorie la perception, l'attention, donc attention, le fait d'être attentif, la notion de conscience et leurs interactions. Et bien sûr, même s'il est influencé par ailleurs en tant que japonais par le zen, le confucianisme également, il revendique qu'il n'en a pas fait un pivot central de ses travaux. Et donc, Shoma Morita a écrit sa théorie
a formalisé sa méthode de traitement. Comme vous pouvez le voir, ça se passe en 1922. C'est diffusé en 1928 au Japon. Et il ne sera traduit qu'en 1997 en France. Et en 1998, il va y avoir une traduction en anglais. Donc, en fait, il y a un temps de latence très important pendant lequel eh bien, l'approche systémique avec les travaux de Bertalan Amphi, avec Gregory Bateson, avec l'école de Palo Alto et bien d'autres sont apparus, mais dans l'ignorance totale de ces travaux. Alors, que nous dit Shoma Morita, hein? Quels sont ses postulats? Donc, il part du point de vue que la vie est par essence instable, incertaine, que rien n'est permanent, que tout est éphémère, que tous les êtres vivants meurent. Et il va avoir également une conception unitaire du corps et de l'esprit. Qui sont vraiment comme les deux faces d'une même médaille. Et il va considérer que l'émotion est fondamentale, que l'émotion, donc qu'est-ce qu'il veut dire par là que l'état émotionnel réel, finalement, est un fait à part entière. Par exemple, il va dire et que la logique, donc la capacité à raisonner et à s'inscrire de manière logique sur la façon de voir et de comprendre les événements est secondaire. Donc, par exemple, il va dire que, bien sûr, du point de vue de la raison, on va dire qu'il est stupide de craindre la mort, puisqu'on va mourir. Et donc ça, c'est vrai du point de vue du raisonnement logique. Mais avoir peur de la mort, c'est une vérité émotionnelle. Hein, si on est témoin, donc on le voit bien par exemple dans les stress post-traumatiques, hein, si on est témoin de situations de danger de mort, que ce soit pour soi ou pour les autres, eh bien, la vérité émotionnelle, ça va être d'être pris par une peur très, très intense. On parle d'effroi. Et donc, il dit que, et ça c'est novateur à cette époque-là, qu'il est fondamental de prendre en considération l'émotionnel comme un fait et de ne pas chercher à manipuler ce fait ni à vouloir l'interpréter intellectuellement pour, par exemple, en apaiser sa manifestation. Mais au contraire, face à l'émotion, eh bien, de mettre des réponses. Et donc, c'est là où la logique serait intéressante. Alors, si rien n'est permanent, ce qui est par contre prévisible dans la vie, nous dit-il, c'est que dans la vie, on est certain de rencontrer 4 événements comme le fait de souffrir, comme le fait de vieillir, comme le fait de tomber malade et comme le fait de mourir. Et donc, en conséquence, il est naturel, et c'est factuel du coup, hein, c'est naturel d'avoir peur de la mort, de détester le fait de sentir du malaise, de déplorer le malheur quand il vient à nous, et de se plaindre de ne pas être comme on le voudrait ou comme on voudrait que la vie soit. Et pour lui, vivre, c'est aussi être animé de désir, un désir grâce auquel on va se mettre en mouvement à l'idée, puisque c'est une source de plaisir, à l'idée de le satisfaire, hein, et puis aussi par sa réalisation. Et que le corollaire de ce désir, c'est de rencontrer de la souffrance dès lors que, on va fournir des efforts qui vont être parfois contredits à mettre en œuvre pour satisfaire ce désir de vie. Et va-t-il ajouter, ce qui va créer un trouble pathologique, hein, ça va être de vouloir nier ou éliminer ou surmonter un fait qui peut être émotionnel,
donc la manifestation de certaines émotions, qui peut être cognitif, c'est-à-dire ce qui se passe autour des pensées, ou qui peut être le fait d'être d'être pas bien sur un plan somatique. Et donc là, vous voyez, c'est là qu'on voit vraiment cette idée de processus, et cette idée justement que dès lors qu'on se met en œuvre pour nier, éliminer et surmonter, c'est-à-dire que c'est des actes de volonté, eh bien pour lui, eh bien on va vers la pathologie, en tout cas vers l'impuissance. Et donc si on revient sur la motivation humaine, il y a ce désir de vivre pleinement, qui est en relation et dans une complémentarité avec le désir de maintenir de la sécurité et du confort. Et ce désir de vivre pleinement, eh bien, va se réaliser au travers de la satisfaction de besoins. Ça peut être, par exemple, de satisfaire ce qu'on va appeler des besoins d'appartenance, ce qui, par exemple, peut vouloir dire être dans une relation privilégiée d'amour. Donc, par exemple, si je prends Charles, c'est vraiment présent de vouloir satisfaire ce type de relation privilégiée. Mais ça peut être aussi investi auprès d'amis, d'avoir des relations privilégiées amicales, ou ça peut être d'adhérer à un mouvement, à une philosophie de vie ou une recherche d'harmonie avec son environnement. Et puis, ça peut aussi on peut aussi vouloir satisfaire un besoin d'aventure, un besoin de dépassement de soi, ou encore un besoin d'aimer résoudre des difficultés. Et évidemment, tout cela dans certains contextes, ça peut être le couple, ça peut être la carrière professionnelle, ça peut être la famille, et puis ça peut être encore d'autres types de contextes. Et donc, tout ça va participer au désir donc d'une personne que sa vie et son sentiment de soi soient d'une certaine façon ce qu'on pourrait appeler un idéal. Et puis, de manière, donc du coup, complémentaire, le désir de maintenir sa sécurité et le confort est de fait stimulé, mais va être soumis à des déstabilisations qui découlent de faits concernant la vie de la personne et de son identité. Et donc, quand c'est perturbé, ça crée de l'anxiété, ça peut créer du doute, la personne peut se retrouver face à du danger, que ce soit imaginaire ou pas. Et donc, c'est là que on va regarder ce qu'il se passe dès lors que l'anxiété, le doute ou les risques sont stimulés. Eh bien, du coup, Morita insiste sur le fait que à ce moment-là, si on veut éviter ou supprimer ce qui se passe en termes notamment émotionnels, eh bien, on va perturber ses capacités à fonctionner parce que s'installe un cercle vicieux qui crée, en tentant de faire cela, une intolérance croissante qui peut être une intolérance, donc une hypersensibilité par rapport à certaines pensées, ou une hypersensibilité par rapport à des émotions, ou une hypersensibilité par rapport à des sensations corporelles. Donc là, on voit les problématiques d'ordre obsessionnel, d'ordre phobique, d'ordre hypocondriaque qui vont émerger. Et donc, plus, nous dit-il, on veut par la volonté, qui sont pour lui des moyens superficiels, on va voir ça, plus on devient sensible et plus on se retrouve finalement limité dans nos capacités à avoir du contrôle dans sa vie. Et là, le sentiment d'impuissance, voire l'impuissance, évidemment, va s'installer. Alors, Morita utilise le terme Shinkeshitsu, qui est un terme, paraît-il, qui est présent en dehors du champ psychiatrique,
mais et qui décrit finalement un tempérament sensible d'une personne vis-à-vis des stimulations qui viennent du monde extérieur ou des changements qui sont présents. Et pour Morita, ce Shinkeshitsu va désigner une disposition psychique qui présente un défaut fonctionnel, qui crée un état morbide et dans lequel il y a un tempérament hypersensible qui peut soit avoir une base hypochondriaque, hein, donc peut stimuler le corps, soit ne pas avoir de base hypochondriaque, mais des obsessions, une attention obsessionnelle et dans un lien avec les émotions. Et donc, Shoma Morita va dire qu'il y a un conflit qui s'installe entre l'imaginaire, c'est-à-dire l'idéal qui est associé à nos mécanismes de pensée, et la réalité, c'est-à-dire ce à quoi la vie nous confronte. Et que ce conflit, finalement, ne trouve pas de résolution à cause des moyens et des contradictions que nous sollicitons, qui nous font confondre ce qui est de l'ordre de la subjectivité ou de l'objectivité, des contradictions sur ce qu'on comprend comme ce que représente l'expérience par rapport à ce que représente la compréhension, donc plutôt ce qui se passe là par rapport à quelque chose, l'expérience qui engagerait la subjectivité, l'expérience et les émotions. Et puis d'une contradiction également entre l'émotion et la connaissance, l'émotion étant vraiment distincte pour lui, un état en soi et qui est plus que le fait que la connaissance qui va être l'état plutôt de nos capacités à formaliser avec les capacités intellectuelles. Et il va dire qu'il y a aussi des contradictions qui se forgent dans une confusion entre ce que l'on va considérer être de la croyance par rapport aux idées, sachant que la croyance va être reliée à l'expérience et les idées va être une projection, on va dire, justement de nos capacités mentales et de capacités cognitives. Et donc, maintenant que cela est établi, comment faire pour se libérer de la souffrance que tout ça va générer? Eh bien, il dit qu'il y a deux voies possibles. L'une qui va consister à être dans une relation à soi. Et donc, il va appeler ça finalement faire un avec la souffrance. Alors, faire un avec la souffrance, ça veut dire vraiment se connecter, ne pas tenter d'y échapper, de pouvoir l'observer, la décrire, l'évaluer sans chercher à éliminer l'inconfort, sans chercher non plus à s'en distraire. Mais si on fait un avec, alors on perd la conscience de cette souffrance. On se perd dans la souffrance pour en perdre la conscience. Et puis, la deuxième voie, c'est plutôt dans la relation aux autres et au monde, avec d'une part le fait finalement de confesser sa souffrance à un tiers. Et donc là, bien, voilà, on va par exemple voir un thérapeute, mais ce n'est pas évidemment que les thérapeutes, c'est vraiment l'idée d'une confession. Donc, on va révéler sa souffrance. Et si on ne fait pas ça, eh bien, il y a aussi la possibilité de faire quelque chose de sa souffrance, par exemple par la voie artistique, et lui va parler de poésie. Hein, donc, c'est faire quelque chose de son objet de souffrance. Et c'est à partir de là que Morita va créer une méthode thérapeutique, mais je vais d'abord faire un zoom sur aussi un aspect très important, puisque Morita dit attention, qu'est-ce qui n'est pas une confession? Et justement, quand se plaindre n'est pas une confession, pourquoi doit-on vraiment y faire attention? Parce que, dit-il,
quand on est atteint de ce qu'il a décrit, eh bien, se plaindre auprès des autres, c'est une manière de se consoler, c'est aussi une manière d'être pris en considération sous le prisme de la manifestation de sa vulnérabilité. Et en général, ça stimule, on va dire, la sympathie, l'empathie, hein, comme on dit. Mais ce qui va se passer, du coup, c'est que ça va stimuler la plainte. Et dans cette plainte, ça va stimuler le fait de donner encore plus d'attention aux symptômes et à tout ce qui crée l'impuissance et le désir finalement de se déconnecter hein, d'une certaine façon, soit d'idées, soit d'une émotion qui est douloureuse, soit des problèmes de la vie. Et que quand la personne finalement eh bien, est de plus en plus en train d'étaler, on va dire, ses objets d'attention, eh bien, elle est de plus en plus finalement dans la souffrance et se forme dans ce cas-là un cercle vicieux qui fait que certes, on est pris en considération et d'une certaine manière, c'est pas désagréable d'être pris en considération, mais en fait, on s'enferme dans cette position de victime qui est usante aussi pour la relation. Et on le sait que à un moment donné, les positions de victimes qui se polarisent finissent par rendre beaucoup moins qualitatives les relations. Et il y a un recadrage d'ailleurs, et Charles a eu droit d'ailleurs à ce recadrage, c'est que les victimes, on les plaint, mais les victimes, on ne les aime pas, puisque on ne parvient pas à se mettre dans une aide qui participe justement à les faire sortir de cette position de victime. Et donc, si je retourne maintenant sur ma situation de Charles, effectivement, Charles est très ambivalent et il est pris dans un jeu où la plainte devient un turbo dans son sentiment d'impuissance. Et alors, c'est Charles qui va me parler du fait qu'il est dans un jeu de qui perd gagne. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça m'a fait réfléchir, hein, comme souvent nos patients peuvent nous amener à réfléchir. Et du coup, je me suis dit, ah, tiens, ce jeu du qui perd gagne, on a travaillé hein, sur le fait de recadrer sa perception. Mais qu'est-ce que cela dit? Et j'ai découvert que ce jeu du qui perd gagne était un jeu qui existe, et notamment dans le jeu d'échecs. Et il a été mis en place, dit l'historien qui s'appelle Lotte, Jean-Pierre Lotte, je crois, parce que à cette époque, on en avait marre de ceux qui voulaient toujours gagner. Et donc, c'est comme ça que ce jeu du qui perd gagne. Et aux échecs, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça qu'on va inverser la règle du jeu, c'est-à-dire que moins celui qui a ces points qui qu'il perd, plus finalement il gagne. Et si cet historien nous dit, on montre cette règle du jeu, par exemple, avec des enfants, à des enfants, les enfants ne comprennent pas ce principe. Hein. Un enfant, lui, quand il joue pour gagner et pour avoir plus de ressources. Donc, le concept d'avoir moins de ressources et de gagner comme ça, les enfants, ils comprennent absolument pas. Ils n'adhèrent pas du tout à ce principe. Et donc, dans ce jeu, hein, qui serait le jeu du qui perd gagne, donc plus, on va dire, on perd des ressources, plus on a de l'énergie. C'est précisément ce qui se passe quand quelqu'un est dans une position de victime. Plus il est dans cette position de victime,
plus il a la perception que l'autre va s'incliner et va se retrouver finalement en difficulté et ça va du coup être la ressource interactionnelle. Donc, moins on a de ressources, plus l'autre possédant des ressources finalement finit par s'incliner. Et du coup, ce jeu du Kupergagne va stimuler effectivement l'attention des autres et va susciter, on va dire, la tentative d'assistance. Mais cette tentative d'assistance va renforcer de l'impuissance et une impuissance finalement des deux personnes et une impuissance de la relation. Et donc, c'est très mauvais sur un plan de la relation. Et donc, avec Charles, hein, il va y avoir tout un travail là-dessus pour le mettre dans une stratégie d'action complètement différente, c'est-à-dire vraiment d'abord lui voir avec lui que être celui qui gagne quand il perd, c'est plutôt, au bout du compte, ben, c'est toujours perdre. Donc soit on perd de manière héroïque, hein, on en fait quelque chose à la lumière de certains héros de notre mythologie, soit, eh bien, si sa motivation, c'est de pouvoir satisfaire son besoin d'amour, alors attention à jouer à ce jeu-là, parce que ce qu'il mesure, c'est que c'est OK, il a l'impression de gagner dans un premier temps, mais au bout du compte, c'est vraiment quelqu'un qui perd et qui est très actif dans le fait de perdre. Et à partir du moment où il a été piqué au vif, hein, il s'est positionné différemment, puisque dans son cas, la stratégie gagnante, c'est plutôt une stratégie qui consiste à révéler sa faiblesse, faire vraiment une confession de sa faiblesse, que ce soit par exemple, dans la sphère sexuelle, hein, s'il se sentait vraiment mal, tout d'un coup, plutôt que de tenter voilà, ou de s'écarter, c'était plutôt de confesser en fait que là, ça n'allait pas bien se passer, qu'il se sentait faible. Ce qu'il a fait une fois, et en fait, il a été très surpris de la réaction de sa compagne qui, depuis 7 ans qu'elle est avec lui, tout d'un coup lui dit j'avais jamais perçu que tu avais des difficultés au moment voilà, de leur rapport sexuel. Donc ça, il en a été très surpris, ça l'a beaucoup sécurisé. Et puis, plus globalement, ça a été justement de le positionner dans son rapport à l'alcool, hein, dans le fait de justement cesser de s'interdire de boire, de s'autoriser à boire parce qu'il en a besoin. C'est ce qu'il a aussi commencé à faire et aussi avec sa compagne qui participait pourtant à lui interdire. Ça n'a plus été un problème. Et en fait, il s'est beaucoup plus ouvert et donc il a commencé à jouer à un autre type de jeu, hein, qui consiste du coup en révélant ses faiblesses, en se confessant et non plus en se plaignant, eh bien, à retrouver une qualité relationnelle et en fait une relation qui s'améliore avec sa compagne et une consommation qui devient aujourd'hui plus une habitude qu'un remède et qu'un lot de consolation par rapport à l'impuissance et à la peur aussi de perdre le contrôle de sa colère. Donc, il peut aussi révéler de manière spontanée auprès de sa compagne des moments où, en fait, il a aussi de bonnes raisons d'être frustré, donc de pouvoir oser dire ce qu'il a à dire par rapport au sujet des difficultés que, par ailleurs, il rencontre dans leur vie de couple et de famille. Et donc, pour revenir à Morita, lui, va prôner une obéissance à la nature. Alors, j'ai encore 5 minutes, Greg? 5 minutes et puis ensuite on va recueillir le retour de nos participants.
Et donc, Shoma Morita va dire et positionner sa méthode thérapeutique dans une obéissance à la nature. Alors, je vais vous dire ce qu'il entend par nature. Évidemment, il va se baser sur un concept zen en disant que finalement, quand il fait chaud, on a chaud. Quand il fait froid, on a froid. L'été, il est habituel qu'il fasse chaud. L'hiver, il est habituel qu'il fasse froid. Ça, c'était avant le réchauffement climatique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, vous voyez, cette obéissance à la nature? Eh bien, ça va être d'éviter de manipuler ou de vouloir avoir du contrôle sur la volonté, sur un phénomène naturel, parce que c'est ça qui va créer du désordre et donc de l'inconfort. Et donc, l'obéissance à la nature, c'est une obéissance à tous les états qui sont présents, que ce soit l'état émotionnel qui peut nous dominer, que ce soit l'état, on va dire, cognitif, l'état des pensées, de se connecter avec ces pensées qui peuvent soit nous faire peur, soit nous dégoûter, etc. Ça peut être de se connecter avec cet inconfort somatique que l'on peut ressentir. Et puis, c'est bien sûr se soumettre on va dire, à ce qui se passe dans le monde et aux événements, même parfois des événements traumatiques qui vont avoir des conséquences, et que ça va être la voie pour pouvoir se sortir de la souffrance et de l'impuissance et du sentiment d'impuissance qui va générer de la pathologie. Et donc, pour ça, il va mettre, lui, une méthode en 4 étapes où vraiment, son idée, ça va être de faire en sorte que le corps et l'esprit, déjà, retrouvent un flux naturel, hein, que ce ne soit pas perturbé d'aucune façon. Et donc, il va mettre, il va créer un endroit, enfin, il reçoit des patients dans un endroit vraiment très peu stimulé par l'environnement, et notamment l'environnement des villes, pour qu'il y ait vraiment une mise au repos. Et pendant cette mise au repos, dit-il, il va y avoir des décompensations d'angoisse qui vont être présentes, d'où l'importance pour le thérapeute d'être présent, mais dans une présence à la fois chaleureuse mais distante, pour surtout pas mettre au travail ou mettre en distance par quelque effort que ce soit les manifestations et le désordre qui soient somatiques, qui soient émotionnels ou qui soient liés aux obsessions. Et puis, dans un deuxième temps, l'idée, c'est de créer on va dire, une saturation, on va dire, du désordre, notamment par exemple du désordre émotionnel. Alors nous, en thérapie systémique stratégique, c'est ce qu'on fait. On va donner des prescriptions, on va demander à une personne de se connecter au pire, on va faire des lettres de colère, faire en sorte que la personne, par exemple, soit très, très connectée avec ses émotions. Et l'idée de Morita, c'est ensuite que la personne finalement se calme et retrouve, on va dire, un flux naturel hein, dans ce qui se passe dans son milieu interne, pour commencer à la mettre et à stimuler du désir d'être dans la nature, donc d'être dans l'environnement, sans et que ça puisse se faire lentement, et sans que des efforts de pensée ou des efforts émotionnels soient d'une certaine façon poussés, pour que le désir naturel, dit-il, de se remettre au contact avec l'environnement extérieur soit stimulé lentement. Et ensuite, pour que eh bien, la vie sociale puisse reprendre selon des modalités où un flux, on va dire, entre guillemets, naturel,
puisse se réinstaurer et permettre à la personne de sortir de ce qui avait fini par la limiter, la mettre en impuissance et finissait par présenter des troubles d'ordre psychopathologique.